Vous voulez un peu d'aide pour savoir quoi regarder en 2020? Je vous ai justement fait une sélection de 20 séries qu'il ne faudra pas manquer. Et en fin de vidéo, j'ajouterai les séries déjà diffusées ou commencées qui méritent elles aussi le détour. Les séries ne seront pas classées dans un top, mais par diffuseur pour pouvoir vous y retrouver. C'est parti pour quelques minutes ensemble, générique. Composée cette année de 8 épisodes et non 10, la troisième saison de Westworld est attendue sur OCS pour le 16 mars prochain, soit 24 heures après sa diffusion sur HBO. Les hôtes sont sortis du parc, avec en tête Dolores et Maeve, qui vont très certainement se retrouver face à face dans cette saison où une partie des vérités vont être dévoilées. Deux nouvelles têtes vont faire leur arrivée, avec Aaron Paul et Vincent Cassel, pour rebattre un peu les cartes et rendre la série un peu plus accessible, selon les déclarations de ses créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy. Le genre a connu le succès, la nouvelle série d'HBO qui sera disponible sur OCS dès 17 mars prochain sera une uchronie. Le célèbre aviateur Charles Lindbergh écarte le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Les positions très inquiétantes du nouveau président installent la peur dans le cœur des juifs américains. Non seulement Lindbergh avait dans son discours radiophonique à la nation reproché aux juifs de pousser l'Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais en devenant 33e président des États-Unis, il s'empresse de signer un pacte de non-agression avec Hitler. Le chaos est lancé dans une Amérique de tous les dangers. Run. Ce simple texto lance l'intrigue de la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge qui a récolté tout un tas de récompenses pour Fleabag. 17 ans plus tôt, Ruby et Billy s'étaient promis de tout quitter et partir si l'un des deux envoyait à l'autre ce SMS fatidique. On découvrira le voyage fou de ces deux amoureux dans toute l'Amérique. Run est une comédie créée pour HBO et qui sera disponible en France sur OCS à partir du 12 avril prochain. Hugh Grant, Nicole Kidman, HBO, rien que ces détails devraient vous aider à comprendre pourquoi il faudra absolument lancer cette série en mai prochain sur OCS. Je vais juste ajouter que le showrunner David E. Kelly était à l'origine, entre autres, de Big Little Lies. Grace Sachs, qui avait une vie parfaite, va connaître une révolution dans sa vie après une disparition inquiétante, une mort violente et une enquête qui va lui faire découvrir que sa vie ne veut plus rien dire. Un bel emballage pour un contenu très prometteur. Sur le papier, la série Perry Mason date d'une autre époque et ne représente pas un détour inévitable. Mais quand on s'attarde un peu sur ce projet d'HBO, on découvre quelques détails qui titillent un peu les fans de séries que nous sommes tous. Commençons par la tête d'affiche de la série qui est Matthew Rhys, qui est plus connu pour l'énorme série The Americans que vous pouvez découvrir sur la plateforme Canal+ Série. Très peu d'infos ont été dévoilées sur cette série énigmatique, sinon une petite phrase publiée par HBO pour nous préparer. Pétrole, JO, film parlant, fièvre évangélique et kidnapping tournent très mal. Pour ceux qui ont connu le Perry Mason des années 80, oui, je ne pense pas que ceux qui l'ont vu dans les années 60 sont devant cette vidéo, je pense qu'il va falloir oublier les bases des aventures de cet avocat au grand cœur qui défend les innocents et qui enquête pour sauver leur peau au risque de sa propre vie. Un peu à la manière de The Deuce, qui dévoile les années 80 dans leur plus sombre, Perry Mason version 2020 devrait nous montrer les coins sombres de Los Angeles dans les années 30. J'aurais même pas détourné le regard vers cette série si ça n'avait pas été fait par HBO, mais les promesses sont belles, donc je vous conseille de faire un petit détour au moins pour le pilote qui devrait voir le jour vers la fin d'année très probablement. La série Extraterrestre diffusée l'année dernière sur HBO et OCS chez nous a marqué les esprits sur un bon paquet de points. Le papa que je suis a été traumatisé en pensant à l'adolescence à venir de mes filles, en découvrant la vie de ces jeunes vivant leur vie à la manière d'un filtre Instagram et sans aucune limite sur le plan sexuel. Ce qu'essaye de faire Netflix dans pas mal de séries a été totalement réussi par une seule série HBO. L'homosexualité apparaît logique, paraît douloureuse au quotidien, belle quand on parle d'amour, mais terrible quand elle affronte les esprits étriqués. L'amour d'aujourd'hui n'est plus vu comme avant à la manière des contes de fées qui se terminent par un simple baiser sur la bouche, on y ajoute des objectifs, des objets plus ou moins bruyants, vibrants et exotiques, et la violence quotidienne reste omniprésente. La série se terminait sur tout un tas de questions qui restaient complètement ouvertes, des révélations qui vont très certainement briser des familles, et des découvertes qui ont transformé des petits canards en signes magnifiques.
La série est sortie à l'été 2019 et il est fort probable qu'elle ne soit pas disponible avant la fin d'année parce que le tournage a pris un petit peu de retard. En tout cas, Zendaya sera bien de retour et je pense que sa découverte des mondes imaginaires n'en était qu'à ses débuts. Le docteur Harrow est pour la médecine légale et la découverte des causes de la mort ce qu'était le docteur House pour les diagnostics impossibles des vivants. Il est cynique, imbattable dans son travail, séduisant et toujours classe et charismatique. Ioan Gruffudd, qui était Mister Fantastique dans les 4 Fantastiques, incarne ici un médecin légiste de très haut niveau sur les terres de l'Australie profonde, accompagné d'un assistant motivé, d'un confrère insupportable et d'une famille totalement brisée par son travail. Les enquêtes se multiplient et le fil rouge sera un énorme squelette dans le placard du docteur Daniel Harrow. La diffusion de cette série ABC Australie débute sur M6 le 29 février et la série dispose déjà d'une saison 2 récemment terminée. À voir absolument. Normalement, je ne perds plus mon temps avec les séries des grands réseaux comme CBS, NBC ou autres ABC, mais j'ai entendu tout un tas de bonnes choses sur Evil qui a récemment été acheté par TF1. Kristen Bouchard est recrutée par une équipe chargée d'enquêter au nom de l'Église catholique sur des mystères paranormaux et des possessions démoniaques. On y retrouve Mike Colter, qui avait interprété Luke Cage avec talent sur Netflix il y a quelques mois de ça, mais aussi Michael Emerson, l'inoubliable Ben Linus de Lost ou Finch dans Person of Interest. L'ambiance est glauque, inquiétante, terrifiante parfois, et on ne sait jamais jusqu'où ira la conspiration générale en place dans les plus hautes sphères de l'État américain. Aucun des personnages n'est vraiment à l'abri et ils ont tous leurs petites failles qui les rend à la fois attachants et imparfaits face au mal absolu. La série est attendue dans le courant du premier semestre sur TF1 Série Film. Basée sur l'œuvre de Henry James et en particulier le Tour d'écrou, cette deuxième saison de The Haunting of Hill House reprend le casting de la série mais dans des rôles totalement différents dans un univers qui n'aura absolument rien à voir, mis à part les apparitions fantomatiques et quelques jumpscares des familles. Attendue sur Netflix pour la fin 2020 et très probablement aux alentours d'Halloween, cette nouvelle saison racontera l'histoire d'une gouvernante embauchée par un riche célibataire pour veiller sur ses 2 neveux, Flora et Miles. Les 2 enfants sont orphelins, leur comportement est étrange. La jeune femme se pose des questions et réalise rapidement que le lieu semble hanté par des personnes ayant travaillé dans le manoir avant leur décès. Encore des histoires de famille, de secrets enfouis et de problèmes non résolus. Le court teaser tout récemment diffusé nous laisse découvrir le shérif Hopper en plein travaux sur une voie de chemin de fer en Russie. Les fans étaient déprimés de la découverte de sa mort assurée en fin de saison 3 et cette apparition les rassure, mais est-ce bien Hopper de retour? Ça reste à découvrir quand on connaît le talent des frères Russo pour nous perdre dans des bandes annonces bien ficelées. Tom Flashiha, qui incarnait Jaren Hagar, l'assassin sans visage de Game of Thrones, est annoncé au casting de cette saison 4 attendue pour fin 2020 avec 9 épisodes très certainement partagés en 2 parties, un peu à la manière de la Casa de Papel. N'attendez pas d'extraterrestres bleus sur Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air est l'adaptation en série d'un dessin animé Nickelodeon, sans doute une des plus grosses réussites de ces 15 dernières années. La série retrace la découverte dans un glacier du jeune Aang, dernier maître de l'air, et Avatar, qui avait normalement pour destin de maintenir l'équilibre sur la planète des 4 grandes tribus. Les maîtres de l'air et de l'eau ont été envahis par la tribu du feu après que tous les maîtres de l'air aient été exterminés. L'aventure animée retraçait les voyages d'Aang, Katara et Sokka pour former le jeune Avatar avant de se lancer dans une mission suicide face à la toute-puissante nation du feu menée par Zuko et son père Ozai. De l'humour, des pouvoirs impressionnants et des personnages attachants, donc cette série a toutes les chances d'être un incroyable succès si Netflix a mis les moyens bien sûr. Verdict probablement fin 2020. Lucifer Morningstar a été sauvé par Netflix l'année dernière après avoir été enterré par la Fox. Cette saison 5 devait être la fin de l'aventure du démon le plus connu, mais des négociations ont débuté avec la Warner pour prolonger au moins d'1 an supplémentaire. On retrouvera donc Tom Ellis sur Netflix pour une saison de 16 épisodes, coupée en 2 probablement, avant le printemps 2020, soit dans très peu de temps. Des personnages sont de retour, comme Imbar Lavi sous les traits de Eve,
Tricia Helfer, qui a incarné Charlotte dans les saisons 2 et 3, et d'autres vont faire leur arrivée avec en tête Dennis Haysbert, qui incarnera Dieu face à ses fils encore plein de questions et de doutes sur leur rôle sur cette terre. Une 5e saison très attendue et qui devrait comporter au moins un numéro totalement musical, chose logique après les succès des différents titres interprétés dans la saison 4. La 4e partie de La Casa de Papel sera disponible sur Netflix dès le 3 avril prochain et on pourra enfin découvrir où vont nous conduire les plans du professeur pour ce nouveau braquage encore plus démesuré que le précédent. De nombreuses théories ont été imaginées par les fans avec la principale qui tourne autour de la mystérieuse Alicia ou encore sur une des victimes du braquage qui pourrait jouer un rôle essentiel dans le dénouement des événements. La fin de saison plaçait Nairobi dans une position extrêmement délicate et on pouvait logiquement croire que sa vie était littéralement sur le fil. Elle apparaît sur le teaser de la partie 4, ce qui aurait pu nous rassurer, mais on y retrouve aussi le regretté Berlin qui gardait encore, même après la mort, quelques secrets bien dissimulés, avec en tête la mystérieuse Tatiana qui n'apparaît jamais, laissant planer les doutes les plus fous. Le succès est à chaque fois au rendez-vous, donc on peut logiquement se rassurer sur le fait que ce braquage ne sera probablement pas le dernier de la bande du professeur. En tout cas, les armes sont chargées, les camions sont prêts à démarrer et les fans ont des lames entre les dents pour découvrir comment le personnage interprété par Alvaro Morata va rouler les autorités madrilènes avec un plan assez bien huilé pour passer par des orifices toujours plus douloureux. Je vous avoue tout, on ne sait pratiquement rien sur Love, Death and Robots, mis à part que la série a été renouvelée en juin 2019 et que la sud-coréenne Jennifer Yu Nelson rejoint la production et la réalisation de cette nouvelle saison. La saison 1, co-réalisée par Tim Miller et David Fincher, était une anthologie de 18 dessins animés aux ambiances totalement différentes et pas tous du même niveau, mais certains frôlaient la perfection en mise en scène, en scénario, en violence ou en poésie. Un recueil de fables ultra violentes qui avait tout un message plus ou moins clair et qui m'avait scotché à mon fauteuil, et j'oublierai certainement pas les 3 ou 4 meilleurs qui m'avaient retourné le cerveau par le talent ou la complexité de l'écriture. Pas de date, pas de nombre d'épisodes, pas de pistes, on est dans le brouillard total, mais la série est prévue pour cette année, donc soyons de bons élèves et attendons avec patience notre bonbon animé de 2020 sur Netflix. Énorme surprise de 2019 et l'une des toutes meilleures séries de cette année, The Boys reprend assez rapidement sur Amazon Prime pour une diffusion attendue autour de l'été 2020. La fin de la première saison a été assez traumatisante pour Butcher et la suite s'annonce assez délicate en ce qui concerne ses relations avec Homelander qui n'étaient pas vraiment des plus cordiales. Les 7, ou peut-être les 6, parce que The Deep était en position délicate, devront s'allier avec l'armée américaine pour se débarrasser de ce nouveau super vilain créé de toutes pièces pour légitimer la campagne de Vought. 2 nouvelles têtes vont faire leur apparition avec Giancarlo Esposito d'abord en tant que grand patron. Aya Cash incarnera Stormfront, une nouvelle super-héroïne néo-nazie. Goran Visnik sera Alistair Adana, le leader d'une mystérieuse église, et Chloya Doumit interprétera une députée du nom de Victoria Newman. Rendez-vous sur Prime Video. Adaptation d'une série de romans de fantasy écrits par Robert Jordan, La Roue du Temps est attendue sur Amazon Prime pour la toute fin de 2020. Dans un monde où la magie règne, mais ne peut être maîtrisée que par les femmes. Moraine, le personnage principal, lance une expédition à la tête d'un groupe qui aura entre ses mains la destinée de l'humanité. 15 volumes ont déjà été écrits, le budget est assez impressionnant et c'est un très bon préliminaire avant l'adaptation du Seigneur des Anneaux qui est prévue pour 2021 elle aussi sur Prime Video. Dans un futur proche, une jeune femme mène une enquête sur la mort de son petit ami. L'univers est pesant, malsain comme il faut, et l'omniprésence des machines ajoute encore à l'ambiance inquiétante. Forrest est un patron mystérieux de Devs, une société de haute technologie qui a des pratiques entre théorie du complot et films d'espionnage futuristes. Produite par Hulu et réalisée par Alex Garland, Devs est attendu pour le 5 mars sur Canal+ Series. C'est sans doute la seule série Disney+ qui me fait envie cette année pour le potentiel de Wanda Maximoff dans le MCU et dans l'introduction d'une partie de l'univers Marvel dont vient de faire l'acquisition Disney. Elle est en effet une mutante et à l'origine la fille de Magneto avec Vif Argent. Selon plusieurs rumeurs, l'intégration du gène mutant dans le MCU
pourrait donc très bien venir d'elle, et avec elle l'introduction des X-Men. La construction en soap opéra, très certainement à cause d'une manipulation mentale de la toute-puissante sorcière rouge, risque de provoquer des situations étranges, mais l'originalité a ses avantages et j'y vois un aspect positif. La série est attendue pour décembre 2020 sur Disney+. On retrouvera Eve Polastri et Villanelle le 26 avril prochain pour une 3e saison qui sera marquée par la romance, mais aussi par les effusions de sang, comme peut le laisser supposer la bande-annonce diffusée en février. La saison 2 était un cran en dessous, mais la bande-annonce m'a vraiment redonné envie de retrouver la psychopathe ingénue, interprétée avec talent par Jodie Comer. En France, on retrouvera donc Killing Eve sur Canal+ série au printemps. Je vous fais un lot pour ces 2 séries parce que je vous avoue que je les place tout en haut du podium des séries françaises dans mon cœur. Engrenage est attendu pour le début d'année 2020 et l'équipe du 2e DPJ va devoir faire face à l'incarcération de Gilou après une saison 7 qui a fait des dégâts dans le groupe. On retrouvera bien sûr Audrey Fleurot et Caroline Proust, mais le départ de Tintin et la retraite forcée du juge Roban vont compliquer les choses. Cette saison sera la clôture des enquêtes du 2e DPJ et on croise juste les doigts pour qu'ils ne partent pas tous sur un bouquet final façon feu d'artifice du 14 juillet. En ce qui concerne le bureau des légendes, il n'y a pas encore de date, mais tout va changer dans les bureaux de la DGSE après que Malotru, alias Mathieu Kassovitz, ait bien foutu le bordel. Mathieu Amalric fait son arrivée dans le casting et Jacques Audiard a dirigé 2 des 10 épisodes de cette 5e saison qui s'annonce comme un virage important pour le renseignement français à la télé. Les 2 séries sont attendues sur Canal+, et elles méritent toutes les 2 le détour si vous n'avez jamais découvert ces petites pépites à la française. Petite sélection pour finir, des séries qui ont déjà commencé ou qui ont été diffusées avant que je mette en ligne la vidéo. Commençons par Messia sur Netflix, qui m'a agréablement surpris parce que j'attendais pas grand chose et le mystère qui plane pendant toute la saison est assez prenant. Je continue avec mon rendez-vous incontournable, à savoir les adieux avec Carrie Mathison sur Canal+, et la toute dernière saison d'Homeland qui est pour moi une des meilleures séries d'espionnage de l'histoire. The Outsider est adapté d'un roman de Stephen King qui est diffusé sur OCS et pour laquelle je vous propose régulièrement une petite analyse des épisodes et des intrigues mises en place. Hunter, c'est un gros morceau sur Amazon Prime et vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur la saison 1 juste ici. Sur Netflix, Lock and Key et Narcos Mexico m'ont fait passer de très bons moments et je vous les conseille également. Et il me reste également sur Netflix Intimidation, que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je suis fan d'Harlan Coben, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense. Voilà, c'est terminé pour ma sélection. Je suis certain que d'autres séries vont être proposées dans le courant de l'année, et je reviendrai vous voir comme chaque année à l'été pour faire le point sur ce qui a été bon ou pas, et sur ce que j'attends pour la fin d'année. Si vous aimez ce que je fais, je vous rappelle les classiques, pouce bleu, abonnement et la cloche. Venez me suivre sur Twitter et Instagram pour l'actu et mes petites sorties un peu partout. Vous avez la possibilité de m'aider avec Utip ou Tipeee et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, profitez bien, proposez-moi toutes les séries que vous avez découvertes et que je ne connais pas et on se retrouve dans quelques jours sur BeChill.